scout, quand j'avais 10 ans, la chef-tête nous a offert des cartes de vœux avec des représentations de Santon de Provence, la région où j'ai grandi. Et moi, j'ai reçu l'image du ravi qui a les mains levées devant la crèche. Je n'étais pas forcément très fier de ce cadeau. J'ai été la voir en lui demandant « Mais pourquoi ?» Elle m'a répondu « Ah non, non, mais ne sois pas vexée. En fait, ce personnage est émerveillé. Toi, tu es curieuse de tout. Tu es toujours à l'affût et t'en fais profiter les autres. C'est justement pour te dire de continuer à être comme ça. » En fait, j'ai continué. Je suis curieuse de tout et j'en ai fait mon métier. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes émergents dans la société. Je m'intéresse aux signaux faibles. Ces petites informations qui, mises bout à bout, vont donner à sentir vers où la société va. Il y a 15 ans, deux jeunes Américains qui s'échangent des fichiers numériques musicaux en toute illégalité, en créant un Napster. Ça, c'était un signal faible. Bon, on les a empêchés de le faire, mais résultat, 15 ans après, l'industrie musicale dans son entier a été bouleversée par ces pratiques. Alors c'est vrai qu'une grande partie des signaux faibles vont rester marginaux, mais moi ce qui m'intéresse justement, c'est de comprendre ceux qui vont devenir forts et qui vont embarquer la société. Et pour ce faire, au fil des ans, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille scruter les marges sociétales, là où les défricheurs ont assez d'espace et de liberté pour imaginer de nouvelles pratiques. Alors comme je suis curieuse de tout, je me suis beaucoup cherchée au niveau des études. J'ai fait en effet une école d'ingénieur, une école de commerce, une école de journalisme. Mais en fait, en enquêtant, je m'intéresse et j'emprunte ces différentes études comme différentes portes pour enquêter le plus largement possible. J'aime les pas de côté, j'aime relier des choses qui n'ont pas forcément de lien entre eux pour poser un regard différent et pourquoi pas voir des choses insoupçonnées. Et justement, il y a près de 3 ans, je m'intéresse au Bon Coin. À l'époque, il y a déjà 17 millions de personnes qui vont sur cette plateforme. Je passe des jours à regarder les petites annonces et je me dis qu'il se passe quelque chose de sociétal. Je demande aux dirigeants du Bon Coin s'ils accepteraient d'ouvrir leurs données pour que des experts puissent poser leur regard sur leur plateforme. Ils acceptent. Donc la surprise ne vient pas de là. C'est que je contacte des intellectuels, aucun ne connaît le Bon Coin, aucun ne s'y intéresse, et il y en a même qui sont vexés que je les appelle pour ce genre de sujet-là. Pour rappel, à ce moment-là, les 17 millions de personnes ont aussi bouleversé certains grands secteurs d'activité, puisque la recherche d'emploi a été bouleversée, la vente de véhicules d'occasion, le marché de l'immobilier. Donc 17 millions de personnes qui passent inaperçues, ça c'est un sacré premier signal faible. Et puis je continue à enquêter sur des phénomènes émergents. L'utilisation du big data massive, des données personnelles, le fait que les gens vont commencer à se prêter en ligne, en contournant les banques, le fait que les jeunes, par exemple, se disent s'engager dans la société, non pas en allant dans des partis politiques ou des syndicats, mais en signant des pétitions en ligne ou en misant de l'argent dans le crowdfunding pour des causes qui leur sont chères. En fait, je découvre qu'ordinateur et smartphone en main, les citoyens s'emparent donc du numérique pour agir, pour communiquer, pour tester, pour imaginer, pour entreprendre, pour lire. Et en fait, pour une génération, Internet est devenu une façon de se construire dans la société. Et les experts que je contacte me semblent voir ça de façon assez anecdotique. Ils sont littéralement débordés par une société qui ne les attend pas. Et ce débordement, je le constate dans l'éducation, dans l'économie, dans la politique, dans la recherche. Alors le cumul de toutes ces enquêtes, c'est un cumul de signaux faibles qui a donné un signal fort. Donc je décide de publier un long texte qui s'appelle « Les élites débordées par le numérique ». Alors, c'est vrai que je pars de la définition du Larousse, élite, groupe minoritaire de personnes ayant dans une société une place éminente, due à certaines qualités valorisées socialement. C'est vrai qu'à ce moment-là, avant la publication de cet article, je me sens assez décalé en voyant quelque chose qui me paraît évident, qu'il n'est pas forcément pour les gens qui m'entourent. Je me souviens ressentir une certaine solitude, en me disant que je ne parle pas la même langue, en fait, en pointant du doigt ce phénomène. Et puis l'article sort. Et là, c'est moi qui suis débordé par cet article. Des centaines de milliers de pages vues sur le site du journal, une communauté francophone et francophile qui me dit que j'ai pointé du doigt quelque chose de central dans la société. En fait, ce que j'ai vu, il y a plein d'autres personnes qui l'ont vu, des fois de façon totalement isolée, des gens qui ont envie
de bouger les lignes, des défricheurs, et qui voient cette déconnexion. Alors je suis vraiment impressionné par ce retour. Je me demande quoi faire. Moi qui n'ai jamais écrit de livre, je dis que je vais me lancer. Donc je commence à contacter des défricheurs, et là, une chaîne se met en place. Je pensais en contacter une trentaine. En fait, je vais en contacter une centaine, parce que presque à chaque fois que je contacte quelqu'un, il me dit « Mais si vous voulez parler de ce sujet-là, il faut que vous appeliez un tel aux États-Unis, un tel en Inde, un tel en Afrique du Sud. » Je me suis senti portée, en fait, par ça. C'était la première fois de ma vie que j'avais un tel retour professionnellement. Et puis, donc le livre sort, il s'appelle « La déconnexion des élites, comment Internet dérange l'ordre établi ». Et le même phénomène va se produire, mais de façon démultipliée. Alors c'est vrai que dans le livre, j'avais décidé d'une chose, c'est de ne donner aucun nom, de ne pas dire « un tel ne comprend pas » ou « un tel ne comprend pas ». Ce qui m'intéressait, c'était d'expliquer qu'au-delà de ces signaux faibles, multiples et mondiaux, nous étions dans un moment de basculement, un changement de civilisation. Nous assistions à une accélération du monde fulgurante par rapport au temps de construction de la société, et que des nouvelles fortunes se créent, des nouveaux pouvoirs aussi s'installent, et que des questions fondamentales, éthiques, politiques, géopolitiques, se posent. Alors je me souviens, en fait, en écrivant la fin de ce livre, la conclusion, réfléchir justement à la dernière phrase. Et de façon un peu utopique, j'écris, au fil de mes enquêtes, mon poste journalistique est devenu une sorte de plateforme dont la multitude de signaux faibles a commencé à faire sens. Qui pense le monde qui vient? Qui pose les limites? C'est ce débat que j'ai envie de poser pour que les gens s'en emparent. Alors en fait, on ne sait jamais si un livre va être lu, donc c'était plutôt un vœu pieux. Et puis de fait, les gens s'en sont saisis, et de partout en France, et m'ont contacté pour que je raconte le monde qui vient. Alors je me suis retrouvée devant des assemblées extrêmement diverses, tout autant des agriculteurs que des experts comptables, des étudiants que des syndicalistes, des dirigeants que des chercheurs ou des cabinets ministériels. Alors à chaque fois que quelqu'un me contacte, je pose la question, mais qui a eu l'idée? Alors dans le cas justement de cette première assemblée d'agriculteurs, c'était un agriculteur extrêmement connecté, qui se sentait en décalage avec les gens qui l'entouraient. Je suis donc allée faire une conférence. J'ai parlé de la déconnexion, j'ai parlé du big data, des questions éthiques, alors même qu'à l'époque, Monsanto venait d'acheter une petite société de données massives pour analyser les semences mondiales. Et à la fin de la conférence, il y a un grand dirigeant agricole qui vient prendre la parole et qui s'adresse à ce défricheur qui m'avait fait venir et qui me dit « Mais tu vois, mon gars, on pensait que tu étais un peu hors sol quand tu racontais des choses, et puis on a écouté Madame Belot, et puis on se dit que c'était peut-être nous qui étions hors sol. Tu as vu des choses, globalement, que nous, on aurait peut-être dû voir. » J'étais extrêmement touchée, en fait, par ce moment. D'autant plus que le dirigeant était plutôt jeune et le défricheur était plutôt moins jeune. Alors c'est vrai qu'il y a un clivage générationnel. On peut se dire que quand on a 20 ou 30 ans, on a plus de chances de saisir le monde qui vient. Mais en fait, l'âge ne fait pas tout. Vraiment. L'important, c'est l'ouverture. L'important, c'est de comprendre l'importance des signaux faibles, qu'on les capte ou qu'on s'entoure de gens qui les captent. J'ai été invitée dans un grand ministère par un haut fonctionnaire qui m'a fait venir, qui m'a dit « Madame Belot, vous parlez de signaux faibles. Moi, quand je vois un signal faible dans le discours d'un ministre, je biffe parce que ce n'est pas sérieux. Expliquez-moi. » Alors je suis devenue, au fil des mois, un chantre des signaux faibles. Chaque fois que je rencontre un dirigeant ou quelqu'un qui s'occupe d'une organisation, qui va être en phase avec l'époque, je lui demande « Mais alors, qui cherche les signaux faibles chez vous ? Comment vous les attirez, ces personnes-là ? Et surtout, comment vous les protégez ?» J'ai justement été contactée par une personne qu'on a recrutée dans un grand groupe français, pyramidal, pour faire bouger les lignes, pour aider le grand groupe à se transformer à l'heure du numérique. Alors il a mis en place un écosystème de start-up pour que les petites start-up et les jeunes irriguent l'entreprise avec des idées et de l'agilité. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner, mais lui est très très malheureux et il m'a dit qu'il allait quitter l'entreprise. Alors je lui ai demandé « Mais pourquoi ?»
Il m'a dit, parce qu'on m'a mis un N+1 qui n'y comprend rien, je lui fais peur et il me met des bâtons dans les roues. Et puis par le plus grand des hasards, j'ai rencontré son très très grand patron dans un autre cercle de réflexion. Et au cours d'une discussion, il me dit, moi j'ai mis en place comme ça, j'ai des défricheurs qui font bouger les lignes, et il me parlait justement de la personne qui m'avait contacté. Donc j'ai eu accès à deux sincérités. Et entre ces deux sincérités, des courroies de transmission bloquées, parce que des peurs se sont installées. Alors tout ça n'est absolument pas nouveau. Les gens qui pensent un peu en dehors des cases ont souvent bien du mal dans la société. Il y a des études académiques qui suivent justement les enfants dans les écoles primaires. Les enfants créatifs sont souvent les moins bien notés, alors même que les instituteurs ou les institutrices disent que ce sont leurs profils préférés. Et puis quand ces personnes grandissent et qui rentrent dans une entreprise ou une organisation, c'est un peu la même chose. Leurs idées créatives sont souvent assez mal acceptées, quand bien même l'entreprise annonce que la créativité est son objectif numéro 1. Pourquoi ? Tout simplement parce que leurs idées apportent de l'instabilité, donc de l'inconfort, pour les personnes comme pour l'organisation. Mais le paradoxe, c'est qu'actuellement, ce sont ce type de profils qui captent les signaux faibles, qui sont vitaux pour ces structures, pour qu'elles comprennent le monde qui vient. Et ce sont justement ces profils-là, de toute génération, qui me contactent, soit pour me raconter leur vécu, et souvent un peu leurs problèmes, soit, s'ils en ont le pouvoir, pour que je vienne les aider autour d'eux à faire bouger les lignes. Parce que le grand défi, c'est justement qu'ils aient assez de liberté et de sécurité pour que leurs idées puissent être appliquées dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'on voit bien que les idées créatives, pour qu'elles grandissent, souvent c'est par des actions de commando, des gens qui sont ensemble dans un coin et qui se serrent les coudes, ou alors sous un protectorat, parce qu'on a quelqu'un en haut qui a très très envie que ça bouge et qui dit surtout ne touchez pas ces défricheurs. Je me suis posé la question, pourquoi Le Bon Coin est devenu la première plateforme de recherche d'emploi en France privée ? J'ai demandé aux dirigeants du Bon Coin qui m'ont dit, en fait on n'en sait pas grand-chose puisque nous on voit les annonces arriver et puis quand c'est massif on met un onglet. Donc on a vu ces annonces arriver, ce qu'on a vu seulement c'est que les entreprises d'intérim à un moment donné ont mis de façon massive ces annonces. Donc je suis allé voir un grand dirigeant d'une entreprise d'intérim. Et je lui ai demandé, mais alors comment vous avez eu cette idée un peu iconoclaste d'aller sur Le Bon Coin ? Il m'a dit, mais c'est pas moi, c'est venu des agences. Alors j'ai été voir une des agences qui avait initié ça, et le dirigeant de l'agence m'a dit, mais c'est pas moi. C'est venu de jeunes et de stagiaires. De jeunes et de stagiaires qui avaient utilisé Le Bon Coin dans leur vie quotidienne pour acheter des choses, qui étaient très satisfaits et qui se sont dit « mais ça marche pour ça, pourquoi ça ne marcherait pas pour trouver des intérimaires alors qu'on n'en a pas assez par Pôle emploi ?» Il y a deux choses intéressantes dans cette histoire. D'une part, l'idée n'est pas venue du haut, mais du bas. Et deuxièmement, la structure a eu assez d'agilité et d'intelligence collective pour faire en sorte que cette idée ne soit pas tuée dans l'œuf et qu'elle puisse être généralisée à l'ensemble de l'entreprise. Il y a un grand serviteur de l'État depuis des décennies qui est venu me voir en me disant « Bonjour madame, je suis une élite déconnectée. » Alors j'ai dit « non, si vous l'étiez, vous ne le diriez pas. » Et il m'a dit, après un peu plus bas, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup, il m'a dit « Mais comment vous avez vu ça ?» Je crois que l'important c'est de savoir d'où on parle. Je suis journaliste dans un journal plutôt élitiste, donc de fait, d'une certaine façon, j'appartiens à ce monde-là. Et c'est justement en ayant un accès privilégié et favorisé au haut de la pyramide sociétale et en m'intéressant aux phénomènes émergents et aux signaux faibles que j'ai vu ce décalage croissant. C'est vrai que j'aime les pas de côté, que j'aime sortir aussi des cases, et c'est justement en pouvant enquêter sur de multiples secteurs que j'ai vu de façon transversale cette déconnexion et que j'ai décidé de l'écrire. Alors c'était une certaine prise de risque de faire ça. Mes résultats, moi qui me sentais un peu isolé, je me retrouve avec une affinité de curiosité et d'idées avec des personnes dans des secteurs extrêmement différents. Plus j'interviens, plus je me rends compte que l'arrivée du numérique dans nos vies soulève des questions extrêmement intimes
pour chacun d'entre nous. La place et le statut qu'on a dans la société, notre capacité qu'on va avoir à partager un certain pouvoir, accepter que des idées viennent de là où on ne les attend pas. La question de savoir ce qu'on va pouvoir transmettre face à cette accélération du monde. Ce que je viens de vivre avec ce livre et ce qui en découle depuis est pour moi un révélateur. Chacun, j'en suis persuadée, d'où qu'il est dans la société, peut voir des choses que d'autres ne voient pas. Il s'agit ensuite juste de trouver le bon lieu, le bon endroit pour en faire quelque chose. Je vous remercie.